Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 29 et 30 du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, où il sera fait le récit d'incidents divers qui ne se rencontrent que sur les railroads de l'Union. Le soir même, le train poursuivait sa route sans obstacle, dépassait le fort Saunders, franchissait les passes de Cheyenne et arrivait à la passe d'Evans. En cet endroit, le railroad atteignait le plus haut point du parcours, soit 8091 pieds au-dessus du niveau de l'océan. Les voyageurs n'avaient plus qu'à descendre jusqu'à l'Atlantique, sur ces plaines sans limite, nivelées par la nature. Là se trouvait sur le Grand Trunk l'embranchement de Denver City, la principale ville du Colorado. Ce territoire est riche en mines d'or et d'argent, et plus de 50 000 habitants y ont déjà fixé leur demeure. À ce moment, 1382 milles avaient été faits depuis San Francisco en 3 jours et 3 nuits. 4 nuits et 4 jours selon toute prévision devaient suffire pour atteindre New York. Phileas Fogg se maintenait donc dans les délais réglementaires. Pendant la nuit, on laissa sur la gauche le camp de Walbach. Le Lodgepole Creek courait parallèlement à la voie en suivant la frontière rectiligne commune aux États du Wyoming et du Colorado. À 11 heures, on entrait dans le Nebraska, on passait près de Sedgwick et l'on touchait à Julesburg, placé sur la branche sud de Platte River. C'est à ce point que se fit l'inauguration de l'Union Pacific Road le 23 octobre 1867 et dont l'ingénieur en chef fut le général Dogd. Là s'arrêtèrent les 2 puissantes locomotives remorquant les 9 wagons des invités, au nombre desquels figurait le vice-président, M. Thompson. Là retentirent les acclamations, là les Sioux et les Panis donnèrent le spectacle d'une petite guerre indienne, là les feux d'artifice éclatèrent, là enfin se publia, au moyen d'une imprimerie portative, le premier numéro du journal Railway Pioneer. Ainsi fut célébrée l'inauguration de ce grand chemin de fer, instrument de progrès et de civilisation, jeté à travers le désert et destiné à relier entre elles des villes et des cités qui n'existaient pas encore. Le sifflet de la locomotive, plus puissant que la lyre d'Amphion, allait bientôt les faire surgir du sol américain. À 8 heures du matin, le fort McPherson était laissé en arrière. 357 milles séparaient ce point d'Omaha. La voie ferrée suivait, sur sa rive gauche, les capricieuses sinuosités de la branche sud de Platte River. À 9 heures, on arrivait à l'importante ville de North Platte, bâtie entre ces deux bras du grand cours d'eau, qui se rejoignent autour d'elle pour ne plus former qu'une seule artère, affluent considérable dont les eaux se confondent avec celles du Missouri, un peu au-dessous d'Omaha. Le 101e méridien était franchi. M. Fogg et ses partenaires avaient repris leur jeu. Aucun d'eux ne se plaignait de la longueur de la route, pas même le mort. Fix avait commencé par gagner quelques guinées, qu'il était en train de reperdre, mais il ne se montrait pas moins passionné que M. Fogg. Pendant cette matinée, la chance favorisa singulièrement ce gentleman. Les atouts et les honneurs pleuvaient dans ses mains. À un certain moment, après avoir combiné un coup audacieux, il se préparait à jouer pique, quand derrière la banquette, une voix se fit entendre qui disait « Moi, je jouerai carreau. » Monsieur Fogg, mademoiselle Aouda, Fix levèrent la tête. Le colonel Proctor était près d'eux. Le colonel Proctor et Phileas Fogg se reconnurent aussitôt. « Ah, c'est vous, monsieur l'Anglais !» s'écria le colonel. « C'est vous qui voulez jouer pique ?»« Et qui le joue ?» répondit froidement Phileas Fogg, en abattant un 10 de cette couleur. « Eh bien, il me plaît que ce soit carreau, » répliqua le colonel Proctor d'une voix irritée. Et il fit un geste pour saisir la carte jouée, en ajoutant « Vous n'entendez rien à ce jeu. »« Peut-être serais-je plus habile à un autre, » dit Phileas Fogg, qui se leva. « Il ne tint qu'à vous d'en essayer, fils de John Bull, » répliqua le grossier personnage. Mademoiselle Aouda était devenue pâle. Tout son sang lui refluait au cœur. Elle avait saisi le bras de Phileas Fogg, qui la repoussa doucement. Passepartout était prêt à se jeter sur l'Américain, qui regardait son adversaire de l'air le plus insultant. Mais Fix s'était levé, et allant au colonel Proctor, il lui dit « Vous oubliez que c'est moi à qui vous avez affaire, monsieur, moi que vous avez non seulement injurié, mais frappé. »« Monsieur Fix, dit monsieur Fogg, je vous demande pardon, mais ceci me regarde seul. En prétendant que j'avais tort de jouer pique, le colonel m'a fait une nouvelle injure, et il m'en rendra raison. »
Quand vous voudrez et où vous voudrez, répondit l'Américain, et à l'arme qu'il vous plaira. Mademoiselle Aouda essaya vainement de retenir M. Fogg. L'inspecteur tenta inutilement de reprendre la querelle à son compte. Passepartout voulait jeter le colonel par la portière, mais un signe de son maître l'arrêta. Phileas Fogg quitta le wagon et l'Américain le suivit sur la passerelle. « Monsieur, dit M. Fogg à son adversaire, je suis fort pressé de retourner en Europe, et un retard quelconque préjudicierait beaucoup à mes intérêts. »« Eh bien, qu'est-ce que cela me fait ?» répondit le colonel Proctor. « Monsieur, reprit très poliment M. Fogg, après notre rencontre à San Francisco, j'avais formé le projet de venir vous retrouver en Amérique dès que j'aurai terminé les affaires qui m'appellent sur l'ancien continent. »« Vraiment ? Voulez-vous me donner rendez-vous dans 6 mois ? » ?»« Pourquoi pas dans 6 ans ? » ?»« Je dis 6 mois, répondit M. Fogg, et je serai exact au rendez-vous. »« Des défaites, tout cela, s'écria Proctor. Tout de suite ou pas ? » ?»« Soit, répondit M. Fogg. Vous allez à New York ? Non. À Chicago ? Non. À Omaha ? Peu vous importe. Connaissez-vous Plum Creek ? Non, répondit M. Fogg. C'est la station prochaine. Le train y sera dans 1 heure. Il y stationnera 10 minutes. En 10 minutes, on peut échanger quelques coups de revolver. Soit, répondit M. Fogg. Je m'arrêterai à Plum Creek. Et je crois même que vous y resterez, ajouta l'Américain avec une insolence sans pareille. Qui sait, monsieur, répondit M. Fogg, et il rentra dans son wagon, aussi froid que d'habitude. Là, le gentleman commença par rassurer mademoiselle Aouda, lui disant que les fanfarons n'étaient jamais à craindre. Puis il pria Fix de lui servir de témoin dans la rencontre qui allait avoir lieu. Fix ne pouvait refuser, et Phileas Fogg reprit tranquillement son jeu interrompu, en jouant pique avec un calme parfait. À 11 heures, le sifflet de la locomotive annonça l'approche de la station de Plum Creek. M. Fogg se leva et, suivi de Fix, il se rendit sur la passerelle. Passepartout l'accompagnait, portant une paire de revolvers. Mademoiselle Aouda était restée dans le wagon, pâle comme une morte. En ce moment, la porte de l'autre wagon s'ouvrit, et le colonel Proctor apparut également sur la passerelle, suivi de son témoin, un Yankee de sa trempe. Mais à l'instant où les 2 adversaires allaient descendre sur la voie, le conducteur accourut et leur cria « On ne descend pas, messieurs !»« Et pourquoi ?» demanda le colonel. « Nous avons 20 minutes de retard et le train ne s'arrête pas. »« Et je dois me battre avec monsieur ?»« Je le regrette, » répondit l'employé, « mais nous repartons immédiatement. Voici la cloche qui sonne. » La cloche sonnait en effet, et le train se remit en route. « Je suis vraiment désolé, messieurs, » dit alors le conducteur. « En toute autre circonstance, j'aurais pu vous obliger. Mais après tout, puisque vous n'avez pas eu le temps de vous battre ici, qui vous empêche de vous battre en route ?»« Cela ne conviendra peut-être pas à monsieur, » dit le colonel Proctor d'un air goguenard. « Cela me convient parfaitement, » répondit Phileas Fogg. « Allons, décidément, nous sommes en Amérique, » pensa Passepartout. « Et le conducteur de train est un gentleman du meilleur monde. » Et ce disant, il suivit son maître. Les 2 adversaires, leurs témoins, précédés du conducteur, se rendirent en passant d'un wagon à l'autre, à l'arrière du train. Le dernier wagon n'était occupé que par une dizaine de voyageurs. Le conducteur leur demanda s'ils voulaient bien, pour quelques instants, laisser la place libre aux 2 gentlemen qui avaient une affaire d'honneur à vider. Comment donc ? Mais les voyageurs étaient trop heureux de pouvoir être agréables aux 2 gentlemen. Et ils se retirèrent sur les passerelles. Ce wagon, long d'une 50aine de pieds, se prêtait très convenablement à la circonstance. Les 2 adversaires pouvaient marcher l'un sur l'autre entre les banquettes et s'arquebuser à leurs aises. Jamais duel ne fut plus facile à régler. M. Fogg et le colonel Proctor, munis chacun de 2 revolvers à 6 coups, entrèrent dans le wagon. Leurs témoins, restés en dehors, les y enfermèrent. Au premier coup de sifflet de la locomotive, il devait commencer le feu. Puis, après un laps de 2 minutes, on retirerait du wagon ce qui restait des 2 gentlemen. Rien de plus simple en vérité. C'était même si simple que Fix et Passepartout sentaient leur cœur battre à se briser. On attendait donc le coup de sifflet convenu, quand soudain des cris sauvages retentirent. Des détonations les accompagnèrent, mais elles ne venaient point du wagon réservé aux duellistes. Ces détonations se prolongeaient, au contraire, jusqu'à l'avant et sur toute la ligne du train. Des cris de frayeur se faisaient entendre à l'intérieur du convoi. Le colonel Proctor et M. Fogg, revolver au poing, sortirent aussitôt du wagon et se précipitèrent vers l'avant où retentissaient plus bruyamment les détonations et les cris.
Ils avaient compris que le train était attaqué par une bande de Sioux. Ces hardis Indiens n'en étaient pas à leur coup d'essai, et plus d'une fois déjà ils avaient arrêté le convoi. Suivant leur habitude, sans attendre l'arrêt du train, s'élançant sur les marchepieds au nombre d'une centaine, ils avaient escaladé les wagons comme fait un clown d'un cheval au galop. Ces Sioux étaient munis de fusils. De là, les détonations, auxquelles les voyageurs presque tous armés ripostaient par des coups de revolver. Tout d'abord, les Indiens s'étaient précipités sur la machine. Le mécanicien et le chauffeur avaient été à demi assommés à coups de casse-tête. Un chef Sioux, voulant arrêter le train, mais ne sachant pas manœuvrer la manette du régulateur, avait largement ouvert l'introduction de la vapeur au lieu de la fermer. Et la locomotive emportait courait avec une vitesse effroyable. En même temps, les Sioux avaient envahi les wagons et ils couraient comme des singes en fureur sur les impériales. Ils enfonçaient les portières et luttaient corps à corps avec les voyageurs. Hors du wagon de bagages, forcés et pillés, les colis étaient précipités sur la voie. Cris et coups de feu ne discontinuaient pas. Cependant, les voyageurs se défendaient avec courage. Certains wagons, barricadés, soutenaient un siège comme de véritables forts ambulants, emportés avec une rapidité de 100 000 à l'heure. Dès le début de l'attaque, mademoiselle Aouda s'était courageusement comportée. Le revolver à la main, elle se défendait héroïquement, tirant à travers les vitres brisées lorsque quelques sauvages se présentaient à elle. Une vingtaine de Sioux, frappés à mort, étaient tombés sur la voie et les roues des wagons écrasées comme des vers, ceux d'entre eux qui glissaient sur les rails du haut des passerelles. Plusieurs voyageurs, grièvement atteints par les balles ou les casse-têtes, gisaient sur les banquettes. Cependant, il fallait en finir. Cette lutte durait déjà depuis 10 minutes et ne pouvait que se terminer à l'avantage des Sioux, si le train ne s'arrêtait pas. En effet, la station de Fort Kearny n'était pas à 2 milles de distance. Là se trouvait un poste américain, mais ce poste passé, entre le Fort Kearny et la station suivante, les Sioux seraient les maîtres du train. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus, si le train ne s'arrête pas avant 5 minutes. » « Il s'arrêtera, dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur, lui cria Passepartout. Cela me regarde. Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des freins et des longerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Il n'avait pas été vu, et il n'avait pu l'être. Là, suspendu d'une main entre le wagon des bagages et le tender, de l'autre il décrocha les chaînes de sûreté. Mais par suite de la traction opérée, il n'aurait jamais pu parvenir à déviser la barre d'attelage, si une secousse que la machine éprouva n'eût fait sauter cette barre, et le train détaché resta peu à peu en arrière, tandis que la locomotive s'enfuyait avec une nouvelle vitesse. Emporté par la force acquise, le train roula encore pendant quelques minutes, mais les freins furent manœuvrés à l'intérieur des wagons, et le convoi s'arrêta enfin, à moins de 100 pas de la station de Kearny. Là, les soldats du fort, attirés par les coups de feu, accoururent en hâte. Les Sioux ne les avaient pas attendus, et avant l'arrêt complet du train, toute la bande avait décampé. Mais quand les voyageurs se comptèrent sur le quai de la station, ils reconnurent que plusieurs manquaient à l'appel, entre autres le courageux Français dont le dévouement venait de les sauver. Chapitre 30, dans lequel Phileas Fogg fait tout simplement son devoir. 3 voyageurs, Passepartout compris, avaient disparu. Avaient-ils été tués dans la lutte? Étaient-ils prisonniers des Sioux? On ne pouvait encore le savoir. Les blessés étaient assez nombreux, mais on reconnut qu'aucun n'était atteint mortellement. Un des plus grièvement frappés, c'était le colonel Proctor, qui s'était bravement battu et qu'une balle à laine avait renversé. Il fut transporté à la gare avec d'autres voyageurs, dont l'état réclamait des soins immédiats. Mademoiselle Aouda était sauve. Phileas Fogg, qui ne s'était pas épargné, n'avait pas une égratignure. Fix était blessé au bras, blessure sans importance. Mais Passepartout manquait, et des larmes coulaient des yeux de la jeune femme. Cependant, tous les voyageurs avaient quitté le train. Les roues des wagons étaient tachées de sang, aux moyeux et aux rayons pendaient d'informes lambeaux de chair. On voyait à perte de vue, sur la plaine blanche, de longues traînées rouges.
Les derniers Indiens disparaissaient alors dans le sud, du côté du Republican River. M. Fogg, les bras croisés, restait immobile. Il avait une grave décision à prendre. Mademoiselle Aouda, près de lui, le regardait sans prononcer une parole. Il comprit ce regard. Si son serviteur était prisonnier, ne devait-il pas tout risquer pour l'arracher aux Indiens? « Je le retrouverai, mort ou vivant, dit-il simplement à mademoiselle Aouda. « Ah, monsieur Fogg !» s'écria la jeune femme en saisissant les mains de son compagnon qu'elle couvrit de larmes. « Vivant, ajouta monsieur Fogg, si nous ne perdons pas une minute. » Par cette résolution, Phileas Fogg se sacrifiait tout entier. Il venait de prononcer sa ruine. Un seul jour de retard lui faisait manquer le paquebot à New York. Son pari était irrévocablement perdu. Mais devant cette pensée, « C'est mon devoir !» il n'avait pas hésité. Le capitaine commandant le fort Kearny était là. Ses soldats, une centaine d'hommes environ, s'étaient mis sur la défensive pour le cas où les Sioux auraient dirigé une attaque directe contre la gare. « Monsieur, dit M. Fogg au capitaine, 3 voyageurs ont disparu. »« Morts ?» demanda le capitaine. « Morts ou prisonniers, répondit Phileas Fogg. Là est une incertitude qu'il faut faire cesser. Votre intention est-elle de poursuivre les Sioux? Cela est grave, monsieur, dit le capitaine. Ces Indiens peuvent fuir jusqu'au-delà de l'Arkansas. Je ne saurais abandonner le fort qui m'est confié. Monsieur, reprit Phileas Fogg, il s'agit de la vie de 3 hommes. Sans doute, mais puis-je risquer la vie de 50 pour en sauver 3? Je ne sais si vous le pouvez, monsieur, mais vous le devez. Monsieur, répondit le capitaine, personne ici n'a à m'apprendre quel est mon devoir. Soit, dit froidement Phileas Fogg, j'irai seul. Vous, monsieur, s'écria Fix qui s'était approché, aller seul à la poursuite des Indiens? Voulez-vous donc que je laisse périr ce malheureux à qui tout ce qui est vivant ici doit la vie? J'irai. Eh bien non, vous n'irez pas seul, s'écria le capitaine, ému malgré lui. Non, vous êtes un brave cœur. 30 hommes de bonne volonté, ajouta-t-il en se tournant vers ses soldats. Toute la compagnie s'avança en masse. Le capitaine n'eut qu'à choisir parmi ces braves gens. 30 soldats furent désignés, et un vieux sergent se mit à leur tête. « Merci, capitaine, dit M. Fogg. « Vous me permettez de vous accompagner ?» demanda Fix au gentleman. « Vous ferez comme il vous plaira, monsieur, » lui répondit Phileas Fogg. « Mais si vous voulez me rendre service, vous resterez près de mademoiselle Aouda, au cas où il m'arriverait malheur. » Une pâleur subite envahit la figure de l'inspecteur de police. Se séparer de l'homme qu'il avait suivi pas à pas avec tant de persistance, le laisser s'aventurer ainsi dans le désert? Fix regarda attentivement le gentleman, et, quoi qu'il en eût, malgré ses préventions, en dépit du combat qui se livrait en lui, il baissa les yeux devant ce regard calme et franc. « Je resterai, dit-il. Quelques instants après, M. Fogg avait serré la main de la jeune femme, puis, après lui avoir remis son précieux sac de voyage, il partait avec le sergent et sa petite troupe. Mais avant de partir, il avait dit aux soldats: « Mes amis, il y a 1000 livres pour vous si nous sauvons les prisonniers. » Il était alors midi et quelques minutes. Mademoiselle Aouda s'était retirée dans une chambre de la gare, et là, seule, elle attendait, songeant à Phileas Fogg, à cette générosité simple et grande, à ce tranquille courage. M. Fogg avait sacrifié sa fortune et maintenant il jouait sa vie. Tout cela sans hésitation, par devoir, sans phrase. Phileas Fogg était un héros à ses yeux. L'inspecteur Fix, lui, ne pensait pas ainsi, et il ne pouvait contenir son agitation. Il se promenait fébrilement sur le quai de la gare. Un moment subjugué, il redevenait lui-même. Fogg parti, il comprenait la sottise qu'il avait faite de le laisser partir. Quoi? Cet homme qu'il venait de suivre autour du monde? Il avait consenti à s'en séparer. Sa nature reprenait le dessus. Il s'incriminait, il s'accusait, il se traitait comme il eût été le directeur de police métropolitaine, admonestant un agent pris en flagrant délit de naïveté. « J'ai été inepte, pensait-il. L'autre lui aura appris qui j'étais. Il est parti, il ne reviendra pas. Où le reprendre maintenant? Mais comment ai-je pu me laisser fasciner ainsi, moi, Fix, moi qui ai en poche son ordre d'arrestation? Décidément, je ne suis qu'une bête. » Ainsi raisonnait l'inspecteur de police, tandis que les heures s'écoulaient si lentement à son gré. Il ne savait que faire. Quelquefois, il avait envie de tout dire à mademoiselle Aouda, mais il comprenait comment il serait reçu par la jeune femme. Quel parti prendre? Il était tenté de s'en aller, à travers les longues plaines blanches, à la poursuite de ce Fogg. Il ne lui semblait pas impossible de le retrouver. Les pas du détachement étaient encore imprimés sur la neige, mais bientôt, sous une nouvelle couche, toute empreinte s'effaça.
Alors le découragement prit Fix. Il éprouva comme une insupportable envie d'abandonner la partie. Or, précisément, cette occasion de quitter la station de Kearney et de poursuivre ce voyage, si fécond en déconvenues, lui fut offerte. En effet, vers 2 heures après-midi, pendant que la neige tombait à gros flocons, on entendit de longs sifflets qui venaient de l'est. Une énorme ombre, précédée d'une lueur fauve, s'avançait lentement, considérablement grandie par les brumes, qui lui donnaient un aspect fantastique. Cependant, on n'attendait encore aucun train venant de l'est. Les secours réclamés par le télégraphe ne pouvaient arriver si tôt, et le train d'Omaha à San Francisco ne devait passer que le lendemain. On fut bientôt fixé. Cette locomotive qui marchait à petite vapeur en jetant de grands coups de sifflet, c'était celle qui, après avoir été détachée du train, avait continué sa route avec une si effrayante vitesse, emportant le chauffeur et le mécanicien inanimés. Elle avait couru sur les rails pendant plusieurs milles. Puis, le feu avait baissé, faute de combustible, la vapeur s'était détendue, et 1 heure après, ralentissant peu à peu sa marche, la machine s'était arrêtée à 20 milles au-delà de la station de Kearney. Ni le mécanicien ni le chauffeur n'avaient succombé, et après un évanouissement assez prolongé, ils étaient revenus à eux. La machine était alors arrêtée. Quand il se vit dans le désert, la locomotive seule, n'ayant plus de wagon à sa suite, le mécanicien comprit ce qui s'était passé. Comment la locomotive avait été détachée du train, il ne put le deviner, mais il n'était pas douteux pour lui que le train restait en arrière, se trouvant en détresse. Le mécanicien n'hésita pas sur ce qu'il devait faire. Continuer la route dans la direction d'Omaha était prudent. Retourner vers le train, que les Indiens pillaient peut-être encore, était dangereux. N'importe. Des pelletées de charbon et de bois furent engouffrés dans le foyer de sa chaudière, le feu se ranima, la pression monta de nouveau, et vers 2 heures après-midi, la machine revenait en arrière vers la station de Kearney. C'était elle qui sifflait dans la brume. Ce fut une grande satisfaction pour les voyageurs quand ils virent la locomotive se mettre en tête du train. Ils allaient pouvoir continuer ce voyage si malheureusement interrompu. À l'arrivée de la machine, mademoiselle Aouda avait quitté la gare et s'adressant au conducteur. « Vous allez partir ?» demanda-t-elle. « Un instant, madame. Mais ces prisonniers, nos malheureux compagnons ?» « Je ne puis interrompre le service, répondit le conducteur. Nous avons déjà 3 heures de retard. Et quand passera l'autre train venant de San Francisco ? Demain soir, madame. Demain soir, mais il sera trop tard, il faut attendre. C'est impossible, répondit le conducteur. Si vous voulez partir, montez en voiture. Je ne partirai pas, répondit la jeune femme. Fix avait entendu cette conversation. Quelques instants auparavant, quand tout moyen de locomotion lui manquait, il était décidé à quitter Kearney, et maintenant que le train était là, prêt à s'élancer, qu'il n'avait plus qu'à prendre sa place dans le wagon, une irrésistible force le rattachait au sol. Ce quai de la gare lui brûlait les pieds, et il ne pouvait s'en arracher. Le combat recommençait en lui. La colère de l'insuccès l'étouffait. Il voulait lutter jusqu'au bout. Cependant, les voyageurs et quelques blessés, entre autres le colonel Proctor, dont l'état était grave, avaient pris place dans le wagon. On entendait les bourdonnements de la chaudière surchauffée et la vapeur s'échappait par les soupapes. Le mécanicien siffla, le train se mit en marche et disparut bientôt, mêlant sa fumée blanche au tourbillon des neiges. L'inspecteur Fix était resté. Quelques heures s'écoulèrent, le temps était fort mauvais, le froid très vif. Fix, assis sur un banc dans la gare, restait immobile. On eût pu croire qu'il dormait. Mademoiselle Aouda, malgré la rafale, quittait à chaque instant la chambre qui avait été mise à sa disposition. Elle venait à l'extrémité du quai, cherchant à voir à travers la tempête de neige, voulant percer cette brume qui réduisait l'horizon autour d'elle, écoutant si quelque bruit se faisait entendre. Mais rien. Elle rentrait alors, toute transie, pour revenir quelques moments plus tard, et toujours inutilement. Le soir se fit, le petit détachement n'était pas de retour. Où était-il en ce moment? Avait-il pu rejoindre les Indiens? Y avait-il eu lutte? Ou ces soldats, perdus dans la brume, erraient-ils au hasard? Le capitaine du fort Kearney était très inquiet, bien qu'il ne voulût rien laisser paraître de son inquiétude. La nuit vint, la neige tomba, moins abondamment, mais l'intensité du froid s'accrut. Le regard le plus intrépide n'eût pas considéré sans épouvante cette obscurité immense. Un absolu silence régnait sur la plaine. Ni le vol d'un oiseau, ni la passée d'un fauve n'en troublait le calme infini. Pendant toute cette nuit, mademoiselle Aouda, l'esprit plein de pressentiments sinistres, le cœur rempli d'angoisse, erra sur la lisière de la prairie.
Son imagination l'emportait au loin et lui montrait mille dangers. Ce qu'elle souffrit pendant ces longues heures ne saurait s'exprimer. Fix était toujours immobile à la même place. Mais lui non plus, il ne dormait pas. À un certain moment, un homme s'était approché, lui avait parlé même, mais l'agent l'avait renvoyé, après avoir répondu à ses paroles par un signe négatif. La nuit s'écoula ainsi. À l'aube, le disque à demi éteint du soleil se leva sur un horizon embrumé. Cependant, la portée du regard pouvait s'étendre à une distance de 2000. C'était vers le sud que Phileas Fogg et le détachement s'étaient dirigés. Le sud était absolument désert. Il était alors 7 heures du matin. Le capitaine, extrêmement soucieux, ne savait quel parti prendre. Devait-il envoyer un second détachement au secours du premier? Devait-il sacrifier de nouveaux hommes, avec si peu de chances de sauver ceux qui étaient sacrifiés tout d'abord? Mais son hésitation ne dura pas, et d'un geste, appelant un de ses lieutenants, il lui donnait l'ordre de pousser une reconnaissance dans le sud. Quand des coups de canon éclatèrent. Était-ce un signal? Les soldats se jetèrent hors du fort. À un demi-mille, ils aperçurent une petite troupe qui revenait en bon ordre. M. Fogg marchait en tête, et près de lui Passepartout et les 2 autres voyageurs, arrachés aux mains des Sioux. Il y avait eu combat, à 10 milles au sud de Kearney. Peu d'instants avant l'arrivée du détachement, Passepartout et ses 2 compagnons luttaient déjà contre leurs gardiens, et le Français en avait assommé 3 à coups de poing, quand son maître et les soldats se précipitèrent à leur secours. Tous, les sauveurs et les sauvés, furent accueillis par des cris de joie, et Phileas Fogg distribua aux soldats la prime qu'il leur avait promise, tandis que Passepartout se répétait, non sans quelque raison. « Décidément, il faut avouer que je coûte cher à mon maître. » Fix, sans prononcer une parole, regardait M. Fogg, et il eût été difficile d'analyser les impressions qui se combattaient alors en lui. Quant à Mademoiselle Aouda, elle avait repris la main du gentleman, et elle la serrait dans les siennes, sans pouvoir prononcer une parole. Cependant, Passepartout, dès son arrivée, avait recherché le train dans la gare. Il croyait le trouver là, prêt à filer sur Omaha, et il espérait que l'on pourrait encore regagner le temps perdu. « Le train, le train !» s'écria-t-il. « Parti, » répondit Fix. « Et le train suivant, quand passera-t-il » demanda Phileas Fogg. « Ce soir seulement. »« Ah !» répondit simplement l'impassible gentleman. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain à 18 h pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Bye bye.